Salut tout le monde, salut la compagnie. Donc aujourd'hui, je vous invite à une entrevue avec Leonardo Pelagotti. Donc Léo est un personnage plutôt incontournable dans la sphère qui gravite autour de la méthode Wim Hof, d'Oxygen Advantage ou de la respiration dans le monde francophone. Euh, des outils que moi-même j'utilise et que j'enseigne. Donc c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec lui. Donc pour rappel, Léo est devenu instructeur de la méthode Wim Hof en 2017, avant de devenir instructeur de niveau 3 en 2020. Et instructeur chez Oxygen Advantage en 2019. Voilà. Euh, Si je l'ai invité à venir discuter avec moi, en fait, c'est parce que j'avais surtout envie d'entendre un peu son retour d'expérience sur comment utiliser ces outils avec les athlètes, et notamment les athlètes de haut niveau, voire très haut niveau. Donc, c'est un domaine dans lequel il a une grande expérience, et, alors que moi, j'en ai très peu. Euh, donc voilà, j'espère que vous trouverez des informations intéressantes. Petite anecdote, voilà, quand moi j'étais jeune instructeur de la méthode Wim Hof donc en 2018, et j'habitais aux États-Unis à l'époque, et à l'occasion d'un voyage en France, j'ai fait un atelier méthode Wim Hof à Paris. Et donc à distance, c'était pas facile à organiser. J'avais besoin d'informations pratiques, matérielles ou quoi. C'est Léo en grande partie qui m'a aidé à répondre à pas mal de questionnements que j'avais, euh, et donc à aider à organiser cet atelier. Et donc je lui en suis toujours reconnaissant. Merci encore. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Léo et de moi-même. Et voilà, portez-vous bien et à la revoyure. Ok. Bah écoute, salut Léo. Merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi. Donc ce soir, pour toi en Italie, et moi, il est presque midi au Québec. Euh, donc voilà. Donc en fait, j'avais envie qu'on ait une discussion par rapport à en fait un thème que je sais que tu développes quand même beaucoup, à savoir l'entraînement, enfin intervenir dans l'entraînement et la formation des athlètes et notamment des athlètes de haut niveau. Donc voilà. Plaisir. Donc Merci à ouais. toi, Sébastien. Ouais, bah écoute, ouais, super. Donc, on va attaquer tout de suite parce qu'en fait, j'ai vraiment envie voilà, qu'on occupe ce temps avec efficacité, on va dire. Déjà, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit résumé un peu des athlètes avec qui tu as bossé? Parce que moi, par exemple, je t'ai vu avec le 15 de France, mais je sais qu'il y en Mhm. a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres sections paloises de rugby ou quoi. Donc, si tu peux nous donner Ouais, tout à un fait. petit éventail de qui tu as pu rencontrer. Oui, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les réseaux des étoiles du sport. Donc en France, les réseaux des étoiles du sport, et j'y étais à Tignes justement la semaine dernière. C'est les réseaux des champions olympiques et paralympiques en France. Et donc, bien sûr, là, on vient de sortir des Tokyo. Euh, il est à Rio aussi, mais aussi des Jeux olympiques, Londres, Pékin et Athènes aussi. Donc, ça prend du temps. Et là, bien sûr, on prépare Paris 2024. Donc, dans ces réseaux-là, il y a tous les sports olympiques Mhm, et paralympiques. Donc, ça, c'est beau aussi. mhm, Et dans ces cadres-là, moi, j'ai pu travailler avec eux sur la respiration, la méthode Wim Hof, le programme Oxygen Advantage, d'autres techniques que moi j'enseigne et je pratique. Et par la suite, faire des stages d'approfondissement avec les 15 de France, justement, la section aussi du rugby 7, qu'ils ont fait deuxième à Tokyo, donc médaille d'argent, avec mhm, l'équitation, les cavaliers Karim qui a fait médaille de bronze, avec l'équipe des nages en eau libre, il y a Théo Curin, Malia Metella qui ont fait soit des médailles à Rio, tous les deux, il me semble. Donc voilà, sous la natation. Et sinon, les rugby, c'est vrai que ça a beaucoup intéressé en France. J'ai fait la section paloise, j'ai fait Agen. J'ai des contacts aussi pour les footballs féminins aussi, ok. les foot féminins. Donc c'est quelque chose dans les sports de niveau qui touche à plusieurs sports. Après, c'est une question des temps, disons, pour pouvoir l'intégrer dans leur planning d'entraînement qui sont bien chargés et qui Mhm, l'étaient davantage avant Tokyo, parce que là, ils ont un planning très serré, un an à l'avance avant des mhm, Jeux Olympiques. Là, ils ont un peu des marges
pour expérimenter des techniques qui sont peut-être pour eux nouvelles, jusqu'à Paris 2024, qui est quand même dans 2 ans et demi. Voilà. Ouais. Ouais, bah écoute, bah, déjà, ben, déjà avec ce que tu as dit, ça me donne déjà des éléments, mais si on pouvait bah, du coup rentrer tout de suite un peu plus, si tu peux, enfin, brièvement, hein, sans forcément rentrer dans trop de détails, mais décrire un peu les outils que tu utilises, parce que donc tu as cité bien sûr la méthode Wim Hof, le programme d'Oxygen Advantage. Est-ce que c'est les deux principaux outils que tu utilises, ou est-ce que tu as d'autres choses dans ta hotte de Père Noël? Bah, disons que les deux principaux sont effectivement la méthode Wim Hof et la respiration dans les sens larges. L'Oxygen Advantage en fait partie. Il y a les breathwork et les pranayama dedans aussi. Moi, j'ai Mhm, décidé de me spécialiser un peu dans cette direction-là de la mhm. respiration que je trouve très beau, puissant et simple, euh, entre guillemets, simple dans le sens où c'est accessible à tous. Oui, oui. Et, et donc, on utilise ces deux-là parce qu'ils ont déjà un éventail très large des pratiques qu'ils utilisent. Bien sûr, pour tout ce qui est préparation physique, c'est spécifique au sport. Pour tout ce qui est préparation mentale, ils ont déjà un staff assez garni. Donc là, l'idée, c'est d'apporter aux équipes quelque chose qu'ils n'ont pas encore exploré. Et souvent, c'est autour de la respiration, autour du froid, autour d'un travail en dehors de la zone de confort avec des stresseurs naturels. Donc, c'est Mhm. un peu que j'amène moi-même. Mais alors, ouais, c'est intéressant parce que effectivement, tu mentionnes que donc c'est des gens qui ont des gros emplois du temps très chargés, avec des préparateurs physiques qui s'occupent d'eux, des préparateurs mentaux. Et c'est vrai que typiquement, j'ai l'impression que les outils, enfin que ça soit, enfin tous les outils que tu as cités, c'est des outils qui sont un peu quand même déjà, qui vont toucher un peu à la préparation physique, qui vont toucher aussi à la préparation mentale. Donc comment est-ce que tu trouves ta place au sein d'un staff, voilà, qui déjà en fait fournit une grande partie du boulot? euh, quel est le message en fait que tu arrives à faire passer pour dire bon bah voilà, tel outil va vous aider plutôt dans le physique, tel outil va vous aider plutôt dans le mental, mais par rapport à ce que vous connaissez déjà. Oui, bah, disons que pas toutes les équipes et tous les sportifs ont travaillé de la même façon. Mhm. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Certains souhaitaient plutôt utiliser des outils dans l'ordre de la cohésion dans l'équipe et de la régénération dans des temps difficiles. Ok. Donc c'était plutôt la notion de cohésion, cohérence dans l'équipe Mhm. et pouvoir se ressourcer dans des moments de haute intensité. D'autres, ils ont souhaité aborder plus la facette de la performance physique par le biais de la respiration dans les sports d'endurance, qui était quelque Mhm. chose qui, bien sûr, est beaucoup travaillé, mais qui n'était pas travaillé dans le sens de la respiration, comme un entraînement respiratoire. D'autres, ils ont voulu travailler vraiment sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress à un moment de crise, pouvoir élargir la zone de confort et donc retrouver une résilience mentale dans des moments où c'est challengeant par le biais du froid, mais aussi des techniques de respi. Donc, disons que c'était un travail des compléments pour élargir ce qu'ils font déjà, parce que bien sûr, à ces niveaux-là, ils travaillent déjà beaucoup sur plein d'outils. Mhm. Mais dans chaque sport, il y a une spécificité. Chaque athlète ou équipe a des besoins différents en fonction de là où ils sont. Et donc, moi, j'ai eu des contacts avec les entraîneurs. Et c'est avec les entraîneurs on essaye de créer soit un planning sur un temps court, soit sur un temps plus long, en fonction de ce dont ils ont besoin pour l'intégrer. Mais c'est sûr que Mhm. l'intégration de cela dans un planning chargé et d'un staff bien, bien conséquent, c'est un défi. Et je pense que ceux qui y arrivent à faire plus avec moins sont ceux qui réussissent réellement. Parce que c'est Mhm. pas faire plus pour faire plus. Il y a un certain moment, c'est trop et on risque d'en faire trop. Donc l'idée, c'est aussi pouvoir optimiser, d'en faire peut-être un peu moins, mais pour attendre plus. Donc ça, c'est de l'efficacité dans leur préparation. D'accord. Ok. T'as enfin, bon, par rapport à tout le travail que tu fais avec enfin, je sais pas comment dire, mais des gens normaux, entre guillemets, quand tu fais des ateliers Wim Hof ou des ateliers même C'est Oxygen Advantage particulier, pour hein. des. Voilà. Euh, enfin, si tu devais résumer vraiment le type de réception que tu as de la part des athlètes, est-ce qu'il est,
est-ce qu'il est vraiment très différent des gens normaux? Est-ce que c'est vraiment deux mondes complètement à part? Est-ce que c'est... Je parle pas vraiment de tout ce qui est organisation avec les entraîneurs, etc. autour, mais plutôt l'athlète lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui fonctionne complètement différemment de quelqu'un qui vient à un atelier Wim Hof parce qu'il veut gérer des douleurs chroniques ou une nouvelle expérience pour enrichir sa vie? Enfin, je sais pas. Bah, disons que là, moi, j'ai vu beaucoup de personnes passer dans mes stages. Je pense que je n'ai plusieurs milliers de personnes, voilà, Normal. disons, Enfin, qui viennent avec plusieurs raisons, qui ne sont pas des sportifs pros. Donc, c'est vrai que là, je devrais un peu généraliser. Mais moi, ce que je vois, c'est que les sportifs, ils ont la gagne. Ils ont vraiment un envie de pouvoir performer. Donc, ils vont dépasser des obstacles, des fois de façon un peu, un peu dure, disons, en défonçant plein de barrières. C'est qui leur donne beaucoup de force de volonté d'agir, un moteur intérieur qui est quand même très fort. mhm. Donc, généralement, ils sont capables de se dépasser assez rapidement et ils peuvent faire des liens et des ponts, avoir un niveau de concentration qui est très bon, c'est sûr, parce qu'ils sont aussi les meilleurs sportifs, hein. C'est avec lesquels j'ai travaillé. Mais ça n'exclut pas les autres personnes. Dans les stages, si quelqu'un a un moteur intérieur en motivation pour les faire, ils y arrivent aussi et ils y arrivent avec des temps très courts. Donc, ce n'est pas du tout meilleur, plus vite. C'est peut-être la motivation qui est différente. Des fois, ça peut être la curiosité dans des stages. Des personnes, c'est la découverte. D'autres, ils n'ont pas une motivation si forte, mais c'est qu'ils l'ont. Bah, ça va aussi vite, hein, disons. La motivation, ça peut être gagner des compétitions en médaille ou soigner, c'est faire du bien au niveau de la Oui, santé. C'est deux motivations assez fortes. c'est tout à Donc, fait. disons, derrière, il y a un autre moteur, mais je trouve que les mêmes mécanismes se mettent en place, hein. Je, sur des temps qui sont assez similaires. Peut-être ça peut aller un peu plus vite avec certains sportifs parce qu'ils ont déjà une capacité d'interoception, proprioception, que des fois ça les aide. Mhm, Mais les personnes dans la vie de tous les jours, ils vont très vite aussi quand ils sont motivés. Et ça, c'est beau mhm. à voir parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des croyances limitantes. Ça leur semblerait impossible de faire plein de choses. Et en 24 heures, ils ont vraiment transformé leur monde mental et donc les Mhm. mondes extérieurs aussi à transformer. Donc peut-être ça peut se jouer à ces détails-là, mais je retrouve un peu la même chose. D'accord. Non, c'est sûr que, enfin, voilà, je voulais essayer, enfin, je voulais avoir ton ressenti là-dessus, mais enfin, juste pour clarifier, moi, enfin, je discriminais entre guillemets les athlètes de haut niveau et les gens ordinaires, il n'y a pas du tout de lien de hiérarchie, parce que moi, personnellement, je pense que dans la société, on met toujours en valeur les gens voilà, qui gagnent des médailles ou quoi, parce qu'ils arrivent à un point de perfection dans leur discipline qui fait, entre guillemets, rêver. Mais je pense aussi que quelqu'un qui est une mère célibataire qui a une maladie chronique et qui arrive en même temps à préparer un marathon, pour moi, c'est déjà une athlète de haut niveau, quoi, même si c'est des personnes dont on parle pas, quoi. Mais bon, Ils sont c'est une... autant inspirants parce que moi, pour continuer dans ce sens, je peux te dire que j'ai eu dans des stages des personnes âgées avec des soucis de Mhm, santé, pouvoir faire des choses vraiment incroyables qui personne ne penserait possible. Euh, donc, escalader ces montagnes torse nu, faire des baignades des glaces, une personne à 75 ans qui a des problèmes au niveau des maladies auto-immunes, comme tu dis, pouvoir tout mhm, faire. Des vins, des personnes qui, eux, du thé, peut-être, ils avaient un peu peur. Et ça, c'est très inspirant. Les mhm. gens, regardant cela, ils se dépassent parce qu'ils leur disent, mais ça, c'est une source d'inspiration incroyable. Donc, ça marche aussi dans ces sens. C'est peut-être des histoires moins connues, moi, Mhm, je les partage dans mes réseaux, mais bien sûr, c'est pas sous la télé et tout ça. Mais mhm. effectivement, ce sont des histoires qui sont inspirantes autant. Ouais. Mais bon, mais du coup, enfin, voilà, pour revenir aux athlètes, c'est vrai que, enfin, moi, bien sûr, j'ai pas ton expérience avec et notamment, j'ai pas vraiment d'expérience avec le très haut niveau, mais par- ce que je vois, par contre, par rapport aux athlètes que j'ai pu côtoyer, c'est sur le côté de l'observance. En fait, c'est que si on dit à les gens normaux, si on leur dit, bah, tiens, fais tel exercice, fais telle pratique 10-15 minutes par jour, il y a beaucoup de gens, ils vont le faire une semaine, deux semaines après, il y en a plus que 50% qui le font, puis après, il y en a plein qui arrêtent, quoi. Les athlètes, j'ai l'impression que si on leur dit, ouais, fais ça 10 minutes par jour, eh ben, ils vont le faire 20 minutes par jour. Comme quand tu parlais de la gagne, ils ont cette discipline d'acier parce qu'ils veulent vraiment y arriver. Donc,
Donc pour ça, j'imagine, c'est un public qui est vraiment agréable avec qui travailler, quoi. Oui, oui, absolument. Disons que si quelque chose, ça leur semble utile, quand il y a une ambition si grande et une motivation si forte et ils trouvent quelque chose que ça les aide, ils continuent à les faire. Mhm, Ça fait partie de leur entraînement. De toute façon, ils dédient beaucoup de temps à leur entraînement, donc c'est pas un problème de les faire. Ils ont déjà une démarche, c'est déjà une action. Donc, mhm, d'autres fois, effectivement, on n'a pas forcément une routine, un rituel du quotidien pour cet entraînement. Dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui effectivement ne s'entraînent pas ou ils n'ont pas un rituel avec des pratiques, donc il faut les créer. Et quand il faut les créer ex nihilo, des fois, ça demande beaucoup de motivation et de discipline, qu'effectivement, ça peut être procuré après un stage pour beaucoup de gens qui s'y met à fond et après, petit à petit, ça peut un peu partir, soit par manque d'objectifs, soit par manque de discipline, etc., etc. Mais ça, on le voit, c'est un phénomène assez connu, les salles des sports début de l'année, etc., etc. ouais. C'est un peu ça. Mais c'est pour ça que alors, dans les sportifs de haut niveau, il y a l'équipe, il y a la compétition, la date qui remet des choses dans la tête, donc ils ne peuvent pas l'oublier. Dans la vie de tous les jours, moi, je conseille de faire des groupes, de rester en contact entre les pratiquants, de participer à un stage pour justement avoir ces vents des motivations pour les Mhm. pousser. Parce que si c'est celui qui manque, c'est celui-là qu'il faut utiliser et retrouver en quelque sorte. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est. euh, par- Si on veut rentrer un peu plus spécifiquement par rapport donc aux outils, bon, la méthode Wim Hof, Oxygen Advantage, diverses techniques issues du pranayama, bah, je sais que la question elle peut être un peu compliquée et ouvrir enfin, à des discussions infinies, mais en gros, tu places cette trait, quel outil utile pour faire quoi, en gros? Enfin, est-ce que ma question est claire? Enfin, tu vois, est-ce que tu penses qu'il y a un outil? Parce que bon, un outil, c'est comme, il peut pas tout faire, hein. Je veux dire, on peut pas réparer une fenêtre avec un marteau, enfin, ça va être compliqué. Voilà, je sais pas, par exemple, à quel moment, est-ce qu'il y a des sports qui, par exemple, bénéficient plus, par exemple, de la méthode Wim Hof que de OA, que du pranayama? Est-ce qu'il y a des, voilà, j'ouvre la question et je te laisse improviser. Oui. Alors, c'est une bonne question. Euh, Sûrement, moi, je me suis déjà posé la question, c'est que chaque sport a des besoins spécifiques. Mhm, Ce qui est fondamental, c'est pouvoir adapter ces méthodes à un sport spécifique pour le mhm, sportif. Et c'est pas du tout la même chose, comme tu viens de dire, de faire la méthode Wim Hof ou l'Oxygen Advantage pour un golfeur et quelqu'un qui fait de l'athlétisme, par exemple. Il n'y a pas des hiérarchies, c'est juste pas exactement les mêmes sports. Et donc, il n'y a pas les mêmes besoins. Et encore, je te disais, ça dépend énormément. Est-ce que c'est l'athlète? Quel besoin il a l'athlète? Est-ce que c'est l'équipe? Quel besoin il a l'équipe? Donc, c'est un discours où il faut adapter, à mon avis, et étudier les cas par cas. mhm, Mais certes, il y a des choses générales sur lesquelles j'ai pu voir qu'il y a des choses qui fonctionnent. Par exemple, tous les sports type aérobie, endurance, où les systèmes respiratoires rentrent en jeu et il y a un impact sur la performance. Là, c'est évident que travailler sur la respiration des protocoles Oxygen Advantage, Pranayama, Breathwork, bah, là, c'est juste pas négociable. Disons, mhm, ça fait partie du sport. Il y a d'autres sports, disons par exemple la gymnastique artistique que moi je faisais, ou alors les golfs, je prends au pif. Si tu n'es pas autant endurant sous les souffles, tu peux t'en sortir. C'est pas que mhm, les souffles n'est pas important. Peut-être ça peut t'aider sur la gestion du stress, ou mhm, alors dans la vie de tous les jours pour autre chose pour ta santé. mhm, C'est toujours important à mon avis, mais ça joue de façon différente. Si tu fais du cyclisme et ta VO2 max est à 90, bah, c'est pas la même chose si ta VO2 max est à 60. Ça, mhm, c'est juste, ça va t'aider, quoi. Ça mhm, va pas peut-être t'empêcher de gagner, je sais pas, mais c'est sûr que ça impacte. Donc là, on se pose pas de questions. Et après, il y a l'outil par rapport au mental, la gestion du stress. Alors, tous les sportifs doivent gérer cette gestion du stress de la compétition et l'attente du résultat qui les impacte. Mais ce n'est pas la même chose sur certains sports individuels, sur certains sports d'équipe, parce qu'on ne vit pas la même chose si on fait une mhm, équipe, on est ensemble sur les terrains, ou c'est toi, un à la fois. Et là aussi, donc, on les voit, il y a certains sports, il y a un stress au niveau du collectif, il y a certains sports, où il y a le stress au niveau de l'individu. Donc, mhm, travailler, par exemple, sur le froid, ça s'est fait de façons différentes. Ça peut se faire de façon individuelle sur l'athlète, où on mhm, travaille sur les blocages, les peurs ou les difficultés
individuel ou au niveau collectif pour se mettre ensemble face aux défis et les dépasser. Donc là aussi, on travaille avec le froid, c'est les mêmes outils, le froid, mais comment on aborde l'exercice, il y a beaucoup de facettes de les faire. Mhm. Et donc, par exemple, ça, c'est de cas concrets. Ou après, il y a des sports. Par exemple, j'ai préparé l'équipe Titicaca, du défi Titicaca, avec les nageurs. Et Mhm. eux, leur défi, c'était froid et haute altitude. Ouais. Entre autres, après, il y avait d'autres choses. Donc là, c'est sûr que, par exemple, c'est très intéressant de travailler sur des techniques hypoxiques des respirations qui peuvent venir de l'oxygène advantage ou la respiration Wim Hof et en même temps les froids parce qu'ils nageaient dans le froid. Donc là, c'est vraiment assez clair de voir l'orientation que tu leur donnes. Mhm. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu, mais il Si, faudrait étudier effectivement un peu cas par ouais. cas. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, enfin, je veux dire, franchement, je pense que ces genres de questions, il y a pas une réponse et il n'y a pas. Enfin, ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être élaboré à l'infini, j'ai envie de dire. Mais au moins, c'est ça, c'est que ça me donne un retour un peu direct, quoi, de ta part, quoi. Et enfin, c'est intéressant. Euh, non, c'est vrai que, enfin, j'avais. Enfin, c'est sûr que, attendez, je regarde un peu où j'en étais un peu parce que ça. C'est improvisé, mais j'avais quand même préparé un peu des questions. Une fois, j'avais eu en commentaire quelqu'un qui m'avait dit: Ouais, Sébastien, t'es un très mauvais journaliste, prépare tes questions. Donc, depuis, je fais un peu mon boulot. Mais non, voilà. Ouais, voilà, voilà, j'allais oublier de demander là. Mais aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, moi, c'est par rapport les athlètes. Euh, alors, je dis ça je dis ça gentiment, hein, c'est pas du tout. Mais souvent, il y a une sorte de schizophrénie un peu chez les athlètes qui sont, je vais m'expliquer, c'est qu'ils sont à la fois très conservateurs parce qu'ils ont des routines. Voilà, il y a des choses qu'ils veulent pas toucher parce que voilà, s'ils ont l'impression s'ils s'écartent un peu de ce qu'ils font, et ben ça menace un peu leur progression et les résultats. Et en même temps, ils sont très curieux, ils sont prêts à briser la routine si ça va leur permettre en fait de s'améliorer. Donc c'est vraiment c'est ce que j'appelle gentiment hein, cette schizophrénie quoi. Comment est-ce que tu as vu, enfin voilà, est-ce que tu as eu des problèmes pour convaincre des gens, pour leur dire, écoute, enfin des gens qui te, en gros, qui te disent, ouais, mais c'est n'importe quoi, enfin, c'est quoi ce que tu me proposes? Moi, ce que je fais, c'est déjà très bien, et qu'en fait, ils le faisaient seulement parce que l'entraîneur leur demande de le faire, quoi, en gros. Disons qu'effectivement, ça, on le voit au niveau du staff, mais aussi au niveau des athlètes. Donc, il y a deux Ok. choses. Je pense qu'au début, les staffs doivent être convaincus qui est la chose qu'on propose aux athlètes, ça va les aider. Et donc, il y a un engagement du staff vis-à-vis des athlètes et les athlètes font confiance, généralement, au staff, à Mhm. l'entraîneur. Donc, ça, c'est la première étape. Et dans les staffs, effectivement, c'est que tu dis, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour eux et qui sont dans la routine depuis longtemps Mhm. et qui ne veulent pas toucher. Et après, ils ont peut-être un peu de place pour la nouveauté, pour voir s'ils arrivent à améliorer. C'est avoir encore un peu de pointe. Ça peut venir des études scientifiques, ça peut venir des partages des athlètes qu'ils ont gagnés, etc. Mhm. Donc ça, c'est la première étape. Donc il faut être en cohérence avec les staffs, de ma part, avec les attentes. Parce que généralement, il n'y a aucun athlète qui travaille tout seul. Il y Mhm. a quand même quelqu'un qui les suit à ces niveaux-là. Et donc c'est différent à un niveau, ça peut être haute performance, mais pas à un niveau olympique, où ils Mhm. peuvent s'entraîner eux-mêmes. Donc c'est eux qui décident. Au niveau des champions olympiques, ils ont un staff, plusieurs personnes derrière. Et après, il y a les athlètes. Donc, des fois, on propose aux athlètes certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il faut leur expliquer pourquoi. Et c'est extrêmement important qu'ils comprennent en quoi ça va les aider. Parce que Mhm. sinon, c'est une chose de plus. Et ils ont des journées qui sont déjà chargées. Et pour beaucoup, ils sont un peu à la limite du surentraînement. Et en fait, on ne peut pas leur ajouter des choses comme ça. Et surtout, s'ils pensent que ce n'est pas utile, ils vont le faire contre cœur. En plus, quand c'est des techniques, ça leur demande un engagement physique et mental derrière. C'est impossible de leur demander ça. Donc, c'est extrêmement important de leur expliquer en quoi c'est utile. Et là, l'étude en amont, c'est quoi les besoins de ces sports, c'est quoi les besoins de cet athlète, c'est quoi les besoins de cette équipe. Si on n'a pas pu avoir la discussion avant ensemble, ce qui serait génial, mais des fois on ne peut pas. Donc au Mhm. moment où on arrive, des fois c'est les staffs qui a décidé pour l'équipe. L'équipe découvre et là, très important, leur expliquer en quoi ça va leur aider. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que, ouais,
est-ce que tu as vu des... Enfin, et je te demande pas de donner de noms, hein, bien sûr, mais est-ce que tu as Hmm. vu des gens qui étaient, enfin des gens, des athlètes de haut niveau, mais qui respirent très mal? Parce que c'est vrai Alors, que ça peut être contre-intuitif, mais il peut y avoir des gens qui performent à enfin, très haut niveau, mais qui dans la vie de tous les jours respirent très mal et qui se rendent pas compte à quel point ils sont limités, quoi. Enfin, comme oui, ben, Patrick McKeown d'Oxygen Advantage en parle, hein, que par exemple, même bien sûr. ne serait-ce que l'apnée du sommeil est quelque chose d'assez commun chez les sportifs de haut niveau, notamment chez En les fait, les rugbymen. études scientifiques, elles le disent eux-mêmes. Donc, c'est même pas. Moi, je vous donne mon témoignage, mais c'est qu'ils ont déjà étudié, les scientifiques, ils ont vu que dans la population sportive, dans les sportifs des hauts niveaux, même s'ils sont jeunes, en forme, en santé, il y a plus d'asthme d'effort, il y a plus de bronchoconstriction, il y a plus d'apnée du sommeil, et il y a une respiration qui est souvent dysfonctionnelle. Et il y a des études scientifiques, hein, Kiesel 2017, c'est une étude clé pour voir cela, il y a plein d'autres. Moi, dans mon parcours, ce que j'observe, c'est que les athlètes, ils s'entraînent sur plein de choses, mais ils ne s'entraînent pas sur la respiration. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils ne sont pas très bons en respiration parce qu'ils n'entraînent pas, sauf Mhm, bien sûr certains sports comme les apnéistes. Mais, mhm, mais c'est normal. Disons, si quelqu'un ne s'entraîne pas à courir, sauf quelques exceptions, ils ne vont pas être très forts à courir. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, c'est normal. Si quelqu'un ne travaille pas la respiration, pourquoi il devrait être bon en respiration? Donc, d'un côté, c'est vrai, il y a plein de gens qui pourraient optimiser leur respiration, mais beaucoup même, au niveau très haut. Mais en même temps, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait un travail autour de ça. mhm. Ouais, et c'est là, j'imagine que ça doit être, ça peut devenir un peu peut-être délicat. J'ai entendu un retour. Non, ça va. Euh, ouais, j'entends un peu ma voix. Ouais, non, ça a l'air d'aller maintenant. Non, c'est là peut-être, j'imagine qu'il y a une phase qui peut être un peu délicate, c'est d'expliquer en fait à des athlètes qui peut-être eux préféraient faire une répétition de plus je sais pas moi, de sprint ou de ça, de dire bah non, arrête-toi là et à la place fais des exercices respiratoires parce que pour eux c'est peut-être contre-intuitif ils se disent ouais pour être bon dans ma discipline, eh ben je dois courir plus longtemps, faire plus de pompes ou je sais pas quoi, et leur dire non, en fait, tu vas t'améliorer si tu fais quelque chose de complémentaire, en fait. Et c'est là, Oui, j'imagine, que tu peux rencontrer un... oui, ça c'est clairement les challenges. Ça c'est Ouais. clairement les challenges parce que pour l'entraînement physique, on a vraiment l'habitude que bah, les plus on s'entraîne, le plus on est performant. Ce qui n'est pas forcément vrai parce que c'est pas linéaire, on le sait. Mhm, Mais et c'est vrai que leur dire, bah, des fois, tu fais moins d'entraînement et plus de respi et ça va t'aider. Bon, mhm, ça, c'est un changement de paradigme. Donc là, j'utilise des études scientifiques pour essayer de leur montrer que ça a été fait et que les résultats ils existent dans ce sens. Parce que sinon, c'est difficile effectivement de croire à ce type d'affirmation si on n'a pas des preuves derrière, parce qu'on a vraiment la croyance que c'est linéaire. Plus je m'entraîne, bah, les plus je suis efficace, mais à un certain moment, ce n'est pas linéaire. mhm, On a besoin aussi des pauses, c'est pas si simple. Je m'entraîne plus, je suis plus performant. Il y a la récup, il y a les synergies entre les choses, il y a vraiment tellement de choses qui déjà, ils savent, hein, c'est pas qu'ils sont pas au courant. Mais des fois, de dire que tu t'entraînes un peu moins, ça peut faire bizarre. mhm. Ouais. Euh, Par rapport à... Parce que bon, tu l'as un petit peu abordé, mais peut-être c'est un point où j'aimerais aller un peu plus, un peu plus en détail par rapport à la santé mentale des athlètes, parce que bon, tu as un peu t'as commencé à voilà, parler de préparation mentale, la gestion des situations de crise ou quoi, mais de façon générale, la santé mentale des athlètes, je trouve que c'est un sujet qui est presque, on pourrait qualifier de tabou, parce que je pense que déjà, la santé mentale est un sujet socialement qui est parfois un peu tabou, hein. Je veux dire, les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont rarement oser le dire, même ne serait-ce qu'à leur entourage. Et j'ai l'impression que c'est encore plus tabou chez les athlètes parce que dans la société, ils représentent un état de perfection. Je ne sais pas c'est l'héritage de la Grèce antique ou quoi, mais l'athlète, voilà, c'est l'être humain Les accompli héros et modernes. voilà, Non, héros modernes. voilà. Et Non, héros. donc on ne veut pas voir d'imperfection chez les athlètes. Et pourtant, on sait que les athlètes, bon, bah, et d'une, c'est des gens comme tout le monde.
Et de deux, bah, là où ils sont quand même pas vraiment comme tout le monde, c'est qu'ils vivent avec une pression sur les épaules de dingue, et qu'à un moment donné, ils peuvent décompresser totalement et ils peuvent tomber en dépression, quoi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as spécifiquement travaillé? Est-ce que, par exemple, aux étoiles du sport ou quoi, chez les instances officielles, on s'en occupe? Euh, Quel est Il y a ton... beaucoup de suivi, hein. Dans les très hauts niveaux, il y a beaucoup de suivi par rapport à ça. Ok, Moi, je ne me suis pas occupé personnellement, donc ok. je ne saurais pas te dire. Mais bien sûr, tout ce qui est la gestion du stress, l'accompagnement des athlètes par rapport à cela, c'est fondamental dans tous les sports, dans tous les clubs, dans toutes les fédérations. Donc ça, c'est absolument ouais, quelque chose sur lequel je travaille, c'est important. Mais dans la vie de tous les jours, de toute façon, la gestion du stress et comment Mhm. nous sommes capables de les vivre et d'avancer avec cela, c'est fondamental pour tout le monde, hein, parce que bah, les sportifs, c'est la compétition, donc ils ne vont pas gagner s'ils ne savent pas gérer cela. Mais dans la vie de tous les jours, les personnes, s'ils ne savent pas gérer les stress, ils ont des problèmes de santé, c'est leur boulot. Donc c'est vraiment quelque chose de capital. Et moi, je pense que c'est intéressant de travailler dans le sens où on arrive à se renforcer, on gagne en résilience par rapport au stress, et donc des pratiques d'hormèse, hein, comme on les connaît, que ce soit les froids, que ce soit la respiration, que ce soit l'entraînement physique, que ce soit les jeûnes, etc. Ce sont des pratiques qui nous permettent, en juste dose, en étant accompagnés, de se renforcer par rapport à cela pour mieux vivre les stress. Parce que dans certains cas, on ne peut pas éliminer les stress. Bon, si on peut Mhm. baisser un stress qui est trop haut, bah, tant mieux. Mhm. Il peut y avoir des stratégies, des choses à faire, mais des fois, il faut juste vivre avec. Et après, si on la vit mieux, c'est ça qui compte, quoi. Et je pense que des fois, peut-être les sportifs, ils ont moins les choix. Parce que bah, si c'est les Jeux Olympiques et c'est la finale, ils n'ont pas le choix de dire je baisse le niveau de stress. Mhm. Au moins, c'est difficile. Donc, ils doivent apprendre vraiment à les vivre. Et moi, je trouve que ce sont ces athlètes qui arrivent à mieux gérer le stress, à être heureux, à avoir une finalité aussi qui va autre l'effet de simplement gagner, mais qu'ils ont une vision plus large et qu'ils ont des valeurs qui gagnent plus et qu'ils ont une carrière plus longue et plus épanouissante. Donc, c'est un lien aussi avec les. Voilà, c'est un peu plus large que juste la gestion du stress dans la compétition. Ouais. Non, parce que c'est vrai que ça fait quelques fois, enfin, plusieurs fois, j'ai entendu parler d'histoires de gens qui, enfin, je sais pas, je suis pas sûr que ça ait un nom, mais c'est comme, on pourrait appeler ça, par exemple, le blues de l'après-compétition, en fait. C'est en fait, bah voilà, un athlète qui va avoir un objectif pendant 2 ans, par exemple, il va s'entraîner pour une échéance. Et l'échéance est arrivée, et même si la personne a gagné, je sais pas, il revient d'une compétition avec une médaille d'or, donc on pourrait se dire, ah bah, tout va bien pour lui et tout. En fait, il y a ce vide, ce sentiment de vide après, et, et c'est là où j'ai l'impression que voilà, des outils de préparation mentale adéquates peuvent avoir vraiment un effet. Enfin, et c'est là où je sais pas si l'accompagnement existe réellement ou pas, quoi. Euh, Alors moi, je ne travaille pas jusque-là. ouais. Tu as vu que je comprends ta question et je pense que c'est un peu la même chose qui nous arrive dans la vie de tous les jours quand nous, on poursuit une carrière, un poste, une Mhm. maison, une voiture et on l'a et en fait, on comprend que c'est pas ça la source de la félicité. Bah, c'est un peu la même chose à mon avis. Donc c'est plutôt la vision de notre vie ou peut-être travailler sur des valeurs et la philosophie Mhm. des chacun qui est juste de la préparation mentale. Je t'avoue que je ne travaille pas sur ça Ouais, moi-même. Et je pense par contre que c'est suivi au niveau des étoiles de sport, parce d'accord. que je sais que certains psychologues qui sont là aux étoiles de sport en ont parlé, qui ont écrit des livres et qui sont vigilants à cela parce qu'ils ont, comme tu Mhm. dis, observé ces phénomènes. Ouais, Champion olympique, médaille d'or et ensuite vide. Et donc, c'est la même chose. Chef, ménagère, grosse carrière, attend plein de choses au niveau reconnaissance matérielle et ensuite vide. Donc, ouais. c'est un peu le même phénomène. C'est juste sur d'autres choses. Mais oui, je crois que c'est suivi. D'accord, ok. Non, non, c'est intéressant. Puis bon, puis enfin, je salue ton honnêteté de reconnaître que tu ne t'en occupes pas. Et voilà. Oui. Mais non, 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 mais c'est juste, voilà, je me posais la question parce que c'est vrai que j'ai quand même l'impression que depuis le début, on parle de certains outils ou quoi, et je pense que c'est des outils qui pourraient très bien avoir leur place dans ce genre de situation, quoi. Parce que c'est vrai que, enfin, tu abordes l'angle, on va dire peut-être aborder ces problèmes-là.
sous l'angle plus de la philosophie, en fait, voilà, se poser la question pourquoi finalement j'ai fait ça et pourquoi je me sens comme ça maintenant. Mais ça n'empêche pas non plus, voilà, d'aborder aussi le problème sous l'angle vraiment de la pratique physique, qui est là, par exemple la respiration et la, la, la familiarisation avec des stresseurs, enfin, fabriquer la résilience en gros. Donc voilà. Ouais, bah, c'est un double projet. On en parle beaucoup dans les étoiles du sport. C'est un Ouais. double projet, athlète et homme ou femme. Mhm. Disons, on a aussi un vie à côté. Et donc, c'est d'émailler les deux. C'est double projet. Ça peut être études, sport, ça peut être travail, sport, ça peut être famille, sport. En fait, c'est plus large que juste la compétition. Et ils sont bien au courant et ils travaillent beaucoup dans ces sens. Et tu parlais tout à l'heure de la Grèce antique, et de ces champions des premiers Jeux olympiques qui viennent Mhm. d'Athènes. Et bien sûr, l'éducation grecque, de toute façon, c'était gymnastique, philosophie et art. Donc c'était une éducation plus globale que juste les gestes physiques ou techniques dans les sports. Ouais. Voilà, il y avait derrière juste plus que juste gagner la compétition. Mhm. Donc, disons, dans l'origine des Jeux Olympiques, on sait que derrière, il y a plus que juste la compétition et la médaille. Et Mhm. ça a aidé. Après, peut-être que c'est perdu avec les Jeux Olympiques modernes. Mais même quand Coubertin a relancé les Jeux Olympiques modernes, Devin, il a mis des valeurs. Reprendre la compétition comme outil de formation du caractère, comme outil de se confronter avec des valeurs morales et éthiques avec l'autre. Donc, je suis sûr que c'est juste peut-être des fois oublié, mais c'est toujours là parce qu'on ne fait pas juste du sport pour faire du spectacle, même si des Mhm. fois on pourrait y penser. Les sports, c'est la formation du caractère humain, c'est vivre la fatigue pour la vaincre, vivre les stress pour apprendre à être résilient. Donc c'est beaucoup plus que c'est là, à mon avis en tout cas. Ouais, ouais. Et c'est effectivement des outils, comme tu dis, la respiration, l'hormèse, ça peut aider dans ce sens. Mhm. Ouais. Ouais, non, bah, alors j'avais pour revenir à des choses plus vraiment très, très concrètes, juste une petite question qui m'est venue pendant que tu parlais tout à l'heure, parce qu'en fait, n'importe quel instructeur Wim Hof qui a, qui a, qui a coaché suffisamment de gens, il sait très bien il y a différentes personnalités. Au moment d'aller dans un bain de glace pour la première fois, hein, il y a différents types de personnalités. Et si je veux schématiser, hein, on peut repérer, il y a des gens qui vont réagir vraiment, qui n'auront aucun problème à lâcher prise, à tout lâcher dans la glace et à se sentir, voilà, voilà, je suis là et voilà. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont réagir en combattant, quoi. En combattant cette sensation et tout. Moi, j'ai souvent eu l'impression que les gens qui étaient physiquement très affûtés, enfin voilà, donc que je qualifierais d'athlétiques, ils auront plus tendance à être dans la catégorie des gens qui vont réagir par le combat. Et que des fois, j'ai vu enfin, et souvent j'ai vu dans des ateliers, des gens qui sont physiquement, qui ont l'air, voilà, ça va être par exemple une femme un peu plus âgée, pas forcément en super bonne santé et tout, qui aura aucun problème par contre à lâcher prise, à se décontracter dans un milieu hostile ou quoi. Donc en fait, à mieux faire l'exercice en fait que la personne en super bonne santé, super athlétique. Est-ce que tu as l'impression, toi, pour avoir mis des athlètes de haut niveau dans des bains de glace, qu'on retrouve plus cette réaction ou bien non, ou ça dépend des sports, ou ça dépend des... Non, ça dépend des individus, vraiment, Ok, parce que disons, des fois, on a plus des facilités à faire cet exercice parce qu'on a plus l'habitude de faire ces types ouais. d'exercices au niveau du mental, de l'acceptation de la sensation, de la reprogrammation. Et des fois, on a juste un peu moins l'habitude. Ça peut être un lien avec l'âge ou pas, la forme physique ou pas, Mhm. les types de sport ou pas, mais c'est un peu en fonction de notre terrain de bataille. Si on a plus l'habitude de travailler au niveau physique pour dépasser les épreuves, peut-être c'est là où on va chercher au début. Et pourtant, voilà, ça peut être difficile avec les froids. Si on a plus l'habitude de chercher au niveau du mental, et ben là, ça peut être peut-être un peu plus simple au début, mais je pense que ça dépend énormément des individus. J'ai des exemples des deux côtés où Ok, ça ouais, peut être vraiment très différent. Donc, je ne sais pas si ça concerne les sportifs. Moi, je pense que c'est très individuel, ça. ok. Et ça dépend Ok. aussi beaucoup euh, disons, de la préparation, du temps qu'on a mis, des mots que nous, comme instructeurs, on leur a soufflé
comment Mhm. ils voient la chose, parce que nous jouons un rôle aussi important, parce que c'est un Mhm. peu aussi les indications que nous allons donner qui vont déterminer la réussite de l'exercice. Donc, Mhm. moi, je pense que c'est aussi un mix des deux, quoi. D'accord. Ok. Non, ouais, j'étais juste curieux parce que, enfin, ouais. Mais écoute, je sais plus. Alors attends. Ouais, j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Est-ce que tu as en attendant qu'elle revienne, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais, que je sais pas demander, que tu aimerais préciser ou quoi? Euh, Moi, c'est que je pense que le message important, c'est qu'il y a des clés, à mon avis, pour les sports de haut niveau à trouver avec des pratiques, soit de respiration, soit de hormèse. Ça veut dire travailler Mhm. avec un stress ponctuel sur les temps, avec une intensité juste pour se renforcer physiquement et mentalement. Cette résilience physique et mentale, ça aide tout humain dans toute Mhm. situation. Donc, c'est quelque chose d'intéressant, pas uniquement dans des compétitions, mais pour des sportifs, je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous apprend à mettre au service de la performance cet instant de conservation qui pourrait être un blocage parce que ça pourrait nous amener à la peur ou à la protection. Si on arrive à apprendre à travailler avec cet instant de conservation et les mettre au service de la performance parce qu'on s'entraîne, et ben, cette force qui est énorme, celle de l'instant de conservation, qui peut être une peur, ça se transforme en lumière, c'est comme ombre-lumière. Donc je pense que ces pratiques-là qui des fois on matérialise un peu par rapport à la récupération, à l'anti-inflammation, par rapport au système cardiovasculaire. Certes, il y a plein de bienfaits physiologiques, mais ce qui est Mhm. important, c'est aussi cette dimension des résiliences au stress. Et je trouve que c'est des fois un élément même plus important dans certains cas. Et donc, dans les sports de haut niveau, c'est un peu ces messages que je mets en avant. Et après, Mhm. bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aides concrètes de la biochimie, de la physiologie derrière, c'est qui aide la machine à fonctionner mieux, donc à affûter un peu les commandes, et donc ça fonctionne mieux, quoi. Mhm. Il y a moins de frictions. Ouais. Oui, bah, de toute façon, d'une manière générale, enfin, oui, enfin non, je vois ce que tu veux dire. Il n'y a pas d'antagonisme hein, entre la partie physiologique et la partie stress. Enfin, de toute façon, enfin, moi, je fais partie des gens qui ont une approche qui est la plus matérialiste possible, où en fait, j'essaie de tout ramener en fait à des explications d'ordre physiologique, même si des fois c'est pas facile. Alors du coup, je suis bien embêté, mais j'essaie de ramener ça toujours à ça et non et dont le stress. Hein. Je veux dire, le stress c'est quand même c'est une manifestation du système nerveux. Il faut chercher pourquoi il se met dans tel état plutôt qu'un autre et puis essayer de travailler en fonction. J'avais bien aimé quand j'avais discuté avec Dr David O'Hare, donc lui c'est son truc, c'est beaucoup la cohérence cardiaque ou quoi. J'avais bien aimé quand même son image où il parlait justement de la résilience. Il disait en imaginant comme une balance avec les deux branches du système nerveux autonome, le sympathique, parasympathique. Et donc, où il disait, ouais, si vous êtes à l'équilibre, en fait, vous pouvez penser en fait que tout va bien, quoi. Mais en fait, c'est un peu comme si vous êtes à l'équilibre à la banque, vous avez autant de dépenses que de revenus, vous pouvez penser que tout va bien, mais sauf que si vous avez que 100 dollars ou allez 100 euros à la banque, bah, si votre voiture casse, bah non, ça va pas aller. Si vous avez 50 000 à la banque, oui, là, et votre voiture casse, là, c'est bon. Et du coup, il disait, la résilience, c'est un peu ça, c'est être capable d'être à l'équilibre, mais d'être capable justement d'aller dans le plus grand déséquilibre possible et de revenir à l'équilibre, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une belle image, facile à comprendre, qui est à la fois valable pour les problèmes des gens ordinaires de la vie de tous les jours, mais qui est vraiment très parlante, je trouve, pour les athlètes, parce que c'est typiquement des gens qui doivent aller très loin dans ces déséquilibres, et que s'ils reviennent pas, ils vont clairement au burn-out, quoi. Donc, ou l'épuisement, notamment mental, quoi. Donc, euh, Ouais, tout donc à voilà. fait. Ouais, le burn-out, d'ailleurs, chez les athlètes, c'est quelque chose sur lequel tu es intervenu directement ou toi, c'est vraiment plutôt vraiment la préparation, enfin, quand tout va bien, entre guillemets, quoi. Oui, disons, voilà, moi, c'est Ouais, plutôt augmenter en performance quand tout va bien. ok, Pour l'instant, c'est ça. Il y a des spécialistes qui travaillent ouais, sur ça avec les athlètes. ouais, cool.
Ok, cool. Ben, écoute, je pense que j'ai déjà assez abusé de ton temps. Non, c'est Je avec sais que plaisir. tu es en famille chez toi, donc je ne veux pas te priver de ta famille. Je te remercie à nouveau d'être venu discuter. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, vidéo sera publiée, je ne sais pas quand, dans les jours, semaines, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, je pars en vacances, là, donc ça va être. Et donc voilà, et alors le 15 de France, tu travailles toujours avec eux? Ouais, oui, Ok. oui. Bon, écoute, du coup, je peux l'annoncer sur cette chaîne, hein, mais s'ils gagnent le tournoi Destination, je t'envoie du sirop d'érable. C'est S'ils gagnent ça. le Grand Chelem, j'envoie un peu plus de sirop d'érable. Très bien. Et ben, C'est je dit. vais en faire des Ouais. pancakes. Ok, Super. cool. C'est sympa, Seb. Merci pour l'échange. Et Ouais, ben, écoute, moi, je partagerai aussi avec plaisir cet échange. ok, super. Allez, ciao. À, à bientôt. Profite de la neige du Québec. Allez, Oui, ciao. ouais, salut.